Prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Voilà, voilà, qui c'est le patron? C'est ça, chial, chial, ouais, chial. Mais c'est un gosse de 5 ans? Quoi, il a 5 ans? Ben, il apprend à perdre, comme Pourquoi tout le monde. tu fais ça? Je m'entraîne pour buter ça, ma Tekken. C'est un peu le niveau, 5 ans, quoi. Hey! Salut mes petites ficas! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être un sujet que j'adore, la bouffe. Et ça se voit. Ta gueule. Alors comme ça, la vulgarité en ouverture, sans préambule, quoi. Oui, bon, bah allez, générique. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je tiens à m'excuser par avance auprès de mes amis japonais ou à tous ceux que ma prononciation pourrait choquer. Enfin, depuis le temps, vous le savez, mon anglais et mon japonais sont merdiques. Bon, je voulais commencer cette vidéo avec un truc du genre, lorsque l'on parle cuisine au Japon, on parle de deux grandes périodes de la cuisine japonaise. La première période, c'est une cuisine washoku ou Nihon Yori, qui est la cuisine japonaise avant l'ère Meiji et les influences des Occidentaux, et une cuisine dite Yoshuku, littéralement la cuisine de l'Ouest, qui est une cuisine post-Sakoku, et qui est donc plus une adaptation de plats occidentaux après l'abrogation de l'ère Meiji. Et là, on a perdu la moitié de notre audimètre. En même temps, 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Même si le sujet est hyper intéressant, mais si il l'est, c'est un sujet intéressant. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On m'a donc conseillé de faire deux types de vidéos. Une première exhaustive, courte et plus adaptée à une consommation rapide. Bref, les gens qui n'ont pas de temps à perdre et qui veulent aller dans le vif du sujet. Et la deuxième, plus longue, plus détaillée, pour ceux qui voudraient approfondir le sujet. Adaptée donc à un public qui veut aller au fond des choses et qui a du temps devant lui. Et donc, cette vidéo est du roulement de tambour. Merci. Premier type, bravo, 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 bravo. Yes, 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 yes. Bah non, franchement, vous vous demandez sûrement pourquoi parler cuisine dans une vidéo destinée aux touristes visitant le Japon. Tout d'abord parce que c'est un pan important de la culture japonaise. Que ce soit sa forme, son goût ou sa disposition, le sujet est vaste et complexe. Et comme beaucoup de choses au Japon, la cuisine est codifiée, élevée au rang d'art. Et en parler dans une seule vidéo ne suffirait pas. Et aussi parce que c'est nos vidéos et qu'on fait ce qu'on veut. Que l'on soit fan de la culture japonaise, de son architecture, de ses mangas, de ses jeux vidéo ou pour toute autre raison, on retrouvera toujours un lien avec la nourriture. Ce qui nous a motivés à faire cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que l'on va au Japon, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Non mais attends, tu manges pas de poisson ni de fruits de mer. Et les sushis c'est du poisson, non? Comment tu fais là-bas ?» Avec cette tête là. Alors déjà, c'est sans compter le tamago sushi, qui est notre sushi préféré, mais c'est aussi sans compter toute la street food américaine à la sauce japonaise qui a envahi le Japon ces dernières années. Non mais les mecs sont pas restés avec des petites échoppes comme en 1800 non plus. Hein. D'ailleurs, en parlant de super adaptation de plats américano-japonais, le teriyaki burger de chez nous. La cuisine japonaise, c'est pas que du riz et du poisson cru. Ok, les sushis ont été élevés au rang d'art au Japon, certains maîtres japonais mettant des années avant d'obtenir une reconnaissance. Et parfois, les sashimi peuvent être mortels. Je pense notamment au fugu, qui est un poisson très toxique, que l'on peut déguster en fines lamelles, mais qui peut se révéler mortel si on ne passe pas par un maître cuisinier. Bon, on avait dit court et rapide, hein? Ça va, j'y viens. Je ferai une vidéo plus tard pour parler plus longuement du sujet, mais là on va juste parler des 20 plats les plus succulents du Japon, qui ne sont ni des sushis, ni des sashimi. Alors que l'on soit bien d'accord, c'est totalement subjectif, c'est ce que l'on aime nous. D'ailleurs, on a longtemps hésité à savoir comment on allait les ranger, et comme on s'en fout et que c'est nos vidéos, bah, ce sera par plat qu'on préfère, voilà. On commence avec mon plat préféré de tous les temps, le numéro 1, le katsudon. Le katsudon, c'est un mets de la cuisine japonaise, simple mais particulièrement succulent. Le mot katsudon est un mélange des mots tonkatsu et donburi. Il est de tradition chez les étudiants japonais avant un petit examen de manger un katsudon. Tout simplement parce que le verbe katsu signifiait gagner ou réussir. C'est un petit peu de superstition.
Il se compose d'un bol de riz chaud appelé donburi sur lequel on va venir placer un tonkatsu, puis un œuf battu, des oignons et de la sauce soja. Le tonkatsu, pour ceux qui ne savent pas, c'est une tranche de porc pané puis frit. Alors oui, je sais, c'est juste un bol de riz chaud avec du porc pané et un œuf et des oignons. C'est très simple, mais putain ce que c'est bon, je m'en ferai péter le bide. Et franchement, l'alliance des saveurs de ce plat est des plus réussies. Allez, on continue avec le numéro 2, les gyoza. Si vous avez déjà mangé japonais en France, vous avez dû certainement goûter les gyoza. Ce sont ces petits raviolis ou ces petits chaussons faits en pâte de blé dans lesquels on a fourré de la viande ou des légumes, ou parfois les deux. Ils sont parfois bouillis pour avoir un rendu fondant ou parfois frits pour avoir un rendu croustillant. Célèbres aussi en France, les gyoza sont nés en Chine, rapidement importés au Japon, où ils ont connu un franc succès. La grosse différence entre un gyoza japonais et un gyoza chinois se situe au niveau de la pâte. Le gyoza japonais aura tendance à avoir une pâte plus fine. Il paraîtrait qu'on peut manger les meilleurs gyoza à Utsunomiya, près de Nikko. Si vous n'avez pas la chance d'être là-bas et que vous êtes à Tokyo, passez dans le quartier de Ikebukuro. À l'intérieur du Sunshine City, vous trouverez un parc d'attractions appelé le Namja Town, j'ai toujours du mal à le prononcer, dans lequel vous trouverez plusieurs quartiers culinaires. À l'intérieur se trouve le Gyoza Stadium. C'est un endroit où vous pourrez goûter plein de recettes différentes de gyoza et si vous voulez profiter de la journée en allant visiter d'autres quartiers culinaires, je pense que vous vous régalerez. Bon, il y a certainement de meilleurs gyoza à Tokyo, et puis on a dit parc d'attractions, mais franchement, à part l'ambiance et quelques jeux de fête foraine, c'est pas la folie non plus. Par contre, ça vaut clairement le détour si vous êtes à Ikebukuro. Numéro 3, les okonomiyaki. Okonomiyaki ou okonomiyaki s'apparente un peu pour nous français à un genre de grosse omelette très chargée dans lequel on met un peu tout ce qu'on aime. L'okonomiyaki, composé de okonomi, ce que vous aimez, ce que vous voulez, et de yaki grillé, est une recette à base de farine, d'igname, de chou blanc et d'œufs cuits sur une plaque chauffante qui s'apparente à un grill et qu'on appelle teppan. On y incorpore moult ingrédients, ça peut être de la viande, de la dinde, du kimchi, du fromage et bien d'autres choses. Soit c'est incorporé directement dans la pâte, soit on les étale en couches successives sur la pâte. Dans certains restaurants, le chef vient la cuisiner devant vous et vous fait participer en vous demandant quels sont les ingrédients que vous voulez incorporer. Et dans d'autres endroits beaucoup plus populaires, c'est vous qui faites tout de A à Z. Alors, Osaka et Hiroshima se disputent pour savoir qui font les meilleurs okonomiyaki. Pour faire simple, la grosse différence, c'est que à Osaka, les ingrédients sont incorporés dans la pâte directement, alors qu'à Hiroshima, ils mettent des couches d'ingrédients comme ça, puis ils recouvrent avec une couche de pâte. Enfin, quand je dis de pâte, c'est de nouilles. Hein. Tokyo ne jouant pas comme les autres, ils ont créé une variante, le monjayaki, qui a une pâte plus liquide et dont les ingrédients sont finement hachés et incorporés directement dans la pâte pour une texture plus fondante, mais c'est sensiblement la même chose. Allez, passons au numéro 4, les tempura. Les tempura sont de petites bouchées croquantes de légumes ou de fruits de mer sur lesquels on a mis de la chapelure et qu'on a frit. Le tout sur un petit pic pour que ce soit plus pratique pour manger. Putain, j'ai faim rien que d'en parler. Alors, je sais qu'en France, on a des tempura de poulet ou de volaille, mais au Japon, ça se fait pas trop là-bas. Je pense que c'est une adaptation au marché français, et avec un peu de chance, vous pouvez en trouver là-bas, mais c'est pas traditionnel. L'huile de cuisson est conservée à près de 180 degrés Celsius, la pâte elle est conservée à température basse, le choc de température étant le but recherché, lui donnant ce petit goût, cette petite texture particulière. Accompagné de sauce tensuyu, composée de mirin, de dashi et encore de sauce soja, c'est un vrai régal. Et même si certains leur attribuent une origine portugaise, le tempura est un incontournable de la cuisine japonaise et un de nos plats préférés. Numéro 5, les yakitori. Autre plat incontournable des restaurants japonais en France, les yakitori. Les yakitori, ce sont ces petites brochettes de viande, de poulet ou bien de poisson grillé recouvertes d'une sauce brune et épaisse. À la base, yakitori signifie littéralement oiseau grillé, ce sont donc des brochettes de petits bouts de poulet grillé. Non mais le nom a été donné à des brochettes de porc, de bœuf, voire de poisson recouvertes de sauce. Enfin bref, on adapte au marché comme d'habitude quoi. Bref, c'est un régal et surtout un des plats préférés des Français qui partent au Japon et qui ne savent pas trop quoi commander.
En France, 2 petites brochettes coûtent assez cher, mais là-bas, le prix est totalement risible. Numéro 6, le tamagoyaki. Alors, certains diront que le takoyaki, c'est juste une omelette épaisse et roulée. Mais c'est bien plus que ça. C'est un plat magique. C'est un plat magique, mais il faut aimer le sucré salé. Le tamagoyaki est donc une sorte d'omelette sucrée-salée, préparée dans une poêle rectangulaire, appelée makiyaki nabe ou encore tamagoki. Tamagoki. Bon, laissez tomber. Non, oui, c'est une omelette, mais la façon de faire est un peu plus réfléchie que de casser 2 œufs dans un bol avant de les battre pour les faire cuire, quoi. Au fur et à mesure de la cuisson, généralement avec des baguettes, on se saisit de l'omelette d'un côté que l'on va amener sur le bord opposé de la poêle, laissant ainsi l'œuf s'écouler et cuire par fines lamelles successives. Puis on va le rouler, puis le mettre en forme à l'aide d'un makisu pour enfin le débiter en tranches pour la présentation finale. C'est un plat classique que l'on trouve dans nombre de bento et sa déclinaison la plus connue est accompagnée de dashi ou de sauce soja. C'est un plat sucré-salé particulièrement délicieux. Numéro 6, les onigiri. Qui a dit qu'il fallait que ce soit difficile pour que ce soit bon? Pas les onigiri, en tout cas. C'est un de nos plats préférés, c'est surtout un plat facile, pas cher et disponible à toute heure. Les onigiri, ce sont les fameuses petites boules de riz servies nature ou accompagnées d'une algue nori, aussi appelée omusubi, suivant la région où vous êtes au Japon. Si on voyage un petit peu au Japon, on peut retrouver l'onigiri sous 4 formes principales. On va dire la première en triangle, la plus répandue. On peut aussi le retrouver sous forme de boule, ou encore en tambour, c'est-à-dire sous forme de galette, ou en botte de paille, rectangulaire et allongée. Bon, je les ai mis ici dans mes plats préférés, mais j'imagine que certains vont chouiner en disant que pour les Japonais, c'est pas vraiment un plat, c'est plutôt un encas ou un ajout à un plat, ce à quoi je répondrai et alors? Tu vas faire quoi? Au Japon, on trouve de ces petites boules de riz un peu partout. Elles sont parfois nature, fourrées au poulet, au poisson, aux légumes ou à bien d'autres ingrédients. Mais sa version la plus connue est celle fourrée à l'umeboshi, qui est une petite prune sèche et très salée. C'est l'anka le plus populaire au Japon. On le retrouve à n'importe quelle heure dans les supérettes, les fameuses kombini. C'est aussi un des ankas les moins chers, les onigiri ne coûtant que 100 yens, environ 1 euro. C'est sûr que c'est pas les mêmes qu'on nous vend à 6 euros en France. 6 euros quoi. 6 fois plus cher les gars. Oui bon, bref, passons au numéro 8. Numéro 8, karaage. Alors, karaage, c'est le nom d'une technique de friture. Les plus connus sont au poulet, mais on peut en trouver de divers ingrédients. Découpé en petits morceaux, puis mariné dans une sauce soja à l'ail et au gingembre, on le recouvre ensuite de farine de blé, voire de pommes de terre. On y ajoute parfois un œuf et ensuite on le frit. Bon, c'est super délicieux, mais on va pas y passer 15 ans non plus. C'est de la friture, quoi. Oui, mais c'est bon. Allez, numéro 9, edamame. Oui, bon, bah celui-là c'est comme le numéro 8, hein, on va pas en parler pendant 15 ans non plus. En effet, edamame, littéralement haricots branches, sont de jeunes fèves de soja que l'on écosse pour manger. Cuites à l'eau bouillante ou alors à la vapeur, elles sont ensuite salées et consommées chaudes ou froides. Alors, encore une fois, c'est plus un encas ou un apéritif, que ce soit en France ou au Japon, mais ça fait quand même partie de mes plats préférés. Le numéro 10, les yakisoba. Les puristes vous diront que les yakisoba viennent de Chine, ce à quoi je répondrai « et alors ?» Tu vas faire quoi? Et oui, c'est l'un des plats préférés des Japonais et de nous autres touristes qui n'aiment pas trop manger du poisson. La passion pour les pâtes des Japonais n'est plus à démontrer et les yakisoba ont une place bien particulière dans le cœur de ces derniers. Ce sont des nouilles sautées sur une plaque chauffante, accompagnées de divers ingrédients et arrosées de sauce. Fun fact, on appelle en général soba des nouilles qui sont faites avec de la farine de sarrasin, alors que les yakisoba, elles, sont faites avec de la farine de blé. Je vois pas en quoi c'est fun. Bah, c'est rigolo parce que les yakisoba c'est fait avec du blé et les soba c'est fait avec du sarrasin. Malgré son appellation de blé noir, ça reste quand même une plante à fleurs de la famille des polygonacées qu'on cultive pour le... Ah ouais, non mais on avait dit rapide la vidéo quand même, un petit peu, hein. Bon, pour faire court, il y a 3 grandes familles de nouilles au Japon. Et ça tombe bien parce que ce sont les 3 numéros suivants. Numéro 11, les soba. Faites donc de farine de sarrasin,
Les soba se consomment en bouillon ou bien sèche, accompagnés de légumes et ou de viande. Consommée froide ou chaude, nature ou dans diverses configurations. On en trouve énormément dans les petites échoppes ambulantes dans les lieux de rassemblement tels que les marchés, les concerts, les matsuri, et ces petites échoppes en vendent pour presque rien. On en trouve également dans les combini à consommer tout de suite. Ces dernières sont généralement pauvres en sarrasin, ce qui fait que les puristes ne les considèrent pas comme des vrais soba, qui pour ces derniers doivent être composés à plus de 80% de sarrasin. Les soba de combini, c'est un peu l'équivalent de nos sandwichs à pas cher dans nos supermarchés, quoi. Oui, un peu. Il existe cependant des restaurants spécialisés dans les soba qui respectent la recette traditionnelle. Numéro 11, l'udon. Contrairement aux yakisoba qui sont d'origine chinoise, les udons sont des traditionnels du Japon. Encore une fois, les puristes me diront qu'il y a débat, ce à quoi je répondrai... ce sont des nouilles de farine de froment, elles sont d'aspect blanche, molle et assez élastique, et surtout très épaisses. On peut les consommer chaudes ou froides, comme les soba, accompagnées de viande, de légumes ou de crustacés. Fun fact, elles sont consommées avec différents assaisonnements selon les régions, mais il est traditionnel au Japon de cuire l'udon avec de l'eau de mer. Alors, je sais, vous allez me dire, on avait dit sans poisson, et avec de l'eau de mer, ça a un peu goût au poisson. Premièrement, ça a goût à la mer et pas goût au poisson. Et puis, de toute manière, du sang poisson au Japon, moi j'en ai pas. Je peux même pas le dépanner, je viens de livrer 400 domaines à Winchester, et puis colimaçon, beaucoup. Revenons à nos nouilles avec le numéro 13. Numéro 13, les ramen. C'est l'un des plats japonais les plus populaires au monde, grâce à sa représentation dans les mangas. Mais le ramen, c'est quoi? C'est un bol de nouilles à base de blé, accompagné de sauce soja et de soupe miso et de divers ingrédients. Importés de Chine, on y rajoute traditionnellement du porc et des légumes. On en trouve un petit peu partout, surtout à l'heure du repas, dans de petites échoppes, les fameuses yatai que l'on voit dans tous les mangas. Oh, ben quoi? Y'a que toi qui peux dire des choses intelligentes? Alors je dois être juste latéral vulgaire et méchant, je peux pas dire des choses intelligentes. Ben figure-toi que... T'avais pas dit rapide la vidéo? Ok, rapide. Passons ce plat des plus connus pour un autre tout aussi connu. Numéro 14, le guidon. Alors, le guidon, ce sont des lamelles de bœuf et d'oignons mijotées dans une sauce, puis sautées, parfois accompagnées d'un œuf, posé sur un bol de riz. C'est un plat extrêmement simple, mais parfaitement délicieux. On a vu tout à l'heure que don, ça voulait dire bol, que ça vient de donburi, qu'on abrège généralement par don, et donc guidon, c'est littéralement un bol de bœuf. Il existe des milliers de recettes pour la sauce, avec ou sans saké, avec du mirin, avec du dashi. Le Japon regorge de ces fameuses petites anciennes, les yatai, qui font un guidon fabuleux. Un autre mode de restauration a fait fureur il y a quelques années au Japon, les fameux diners américains ou family restaurants, et on y retrouve souvent notre numéro 15. Numéro 15, omurice. L'omurice, c'est tout simplement une omelette fourrée de riz frit, souvent arrosée de ketchup, que l'on voit dans certains mangas. Parfait exemple de la cuisine yoshuku. C'est un mélange entre un plat occidental et de la cuisine japonaise. C'est marrant parce que ça ressemble à omelette au riz dit avec un accent japonais. Mais c'est exactement ça en fait. Les mots omu et raisu sont une contraction des mots omelette et rice, riz en anglais. Ah oui, donc c'est normal en fait. Bon, remarque, il m'avait déjà fait le coup avec table et elevator en anglais. Hein. Et alors, tu utilises bien les mots week-end et samouraï, toi? Oui, enfin, je les utilise pas tous les jours non plus, mais un peu pour toi. C'est un plat extrêmement populaire qui a été importé en Corée pendant l'occupation japonaise, et on peut toujours le retrouver de nos jours dans la cuisine coréenne. Le riz à l'intérieur peut être cuisiné avec du poulet, de la viande ou des légumes, et on peut assaisonner son omurice avec autre chose que du ketchup, ou on peut la manger nature. Parfois, le riz est remplacé par des yakisoba et le plat est alors appelé omusoba. Ça reste quand même délicieux, tout comme notre prochain numéro. Numéro 16, yakiniku. Alors le yakiniku, littéralement viande grillée, c'est tout simplement un barbecue, ou alors la version japonaise du barbecue. Bon, pour la faire courte, oui s'il te plaît, oui. La montée du bouddhisme pendant le Moyen-Âge japonais a fait que pendant longtemps, la consommation de viande était officiellement interdite. Lors de l'ouverture de l'ère Meiji,
on a officialisé la consommation de bœuf en 1871. Kanazaki Rogun écrit le Seiyo Ryoritsu, littéralement manuel de cuisine occidentale, en 1972. À l'intérieur de l'ouvrage, les termes steak et viande rôtie seront traduits respectivement par yakiniku et irimiku, ce qui porte confusion vu que yakiniku est utilisé pour le barbecue. Pour le steak, les Japonais utilisent un mot empreint de l'anglais, suteki. Suteki, steaki, ah bah oui, steak, prononcé à la japonaise. Je vais oublier celui-là. Donc le yakiniku, finalement, c'est une méthode de cuisson japonaise à base de charbon de bois, de gaz ou de plaques chauffantes. Bien entendu, l'ingrédient principal, c'est le bœuf mariné, mais comme dans tout barbecue, on peut aussi mettre d'autres viandes, du poulet, certains y mettent même du poisson grillé. Bah ouais, le Japon, c'est aussi ça, quoi, c'est une île, hein. Le tout accompagné de légumes d'hiver. Un autre plat très connu qui fait de l'ombre au yakiniku, notre prochain numéro, le shabu shabu. Le ou la shabu shabu, c'est une fondue japonaise, alors pas au fromage, mais à la viande, le plus souvent au porc ou au bœuf, mais on peut y ajouter certains légumes. La viande et les légumes sont alors découpés finement et on les fait bouillir dans un bouillon à base d'algues kombu. Alors là, ça peut prêter à confusion. Kombu, c'est le nom de l'algue, c'est pas le verbe bouillir. Ensuite, avec ces baguettes, on va prendre une lamelle de viande ou de légumes que l'on va tremper dans une sauce froide. Alors soit une sauce à base de soja et de sésame, soit une sauce à base de soja et de yuzu, puis on mange le tout avec du riz. Et oui, du riz, c'est le Japon quand même. Lorsque viande et légumes sont épuisés, on finit le bouillon avec des udon. Le ou la shabu shabu serait une variante de la fondue chinoise à la sauce japonaise. Oh, mais tu sais que c'est drôle ça? Fondue, sauce, champ lexical de la cuisine, je valide, oui. C'est un plat populaire, notamment en hiver, et beaucoup de restaurants proposent des légumes et des viandes à volonté pour leur shabu shabu. Par contre, les menus peuvent varier entre 20 et 60 €, donc il faut faire un petit peu attention avant de commander. Attention à ne pas vous faire carotter, hein? Hein? Allez, on enchaîne avec le numéro 18. 18, kare rice. Kare rice ou kare raisu, c'est tout simplement du riz au curry. Mais croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le riz au curry que vous connaissez en France. Le curry japonais, appelé parfois kari, est un des plats les plus emblématiques du Japon. Plus doux et plus sucré que son cousin indien, le curry est arrivé au Japon au 19e siècle avec les marins anglais, suite encore une fois à l'ouverture de l'ère Meiji. L'Inde est encore à ce moment-là sous domination anglaise, et c'est pour ça que les Japonais l'ont placé dans les plats occidentaux et non pas dans les plats asiatiques. Habituellement servi sous 3 formes, le kare rice, le kare udon ou le kare pan. La première qui nous intéresse, le kare rice, est très répandue au Japon et on trouve même des chaînes spécialisées dans ce plat uniquement. Je pense notamment à ce type d'enseigne. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que dans les coco curry, il y a une échelle de 0 à 10. C'est un peu perturbant pour les gens qui n'ont pas l'habitude, tout simplement parce que le niveau 1, c'est pour des gens qui ont l'habitude de manger épicé. Mais pas en même temps, manger épicé, tu là? Non, c'est nul. Un ami à moi qui mange très épicé en France s'est dit je vais prendre un niveau 5 parce que j'ai l'habitude de manger épicé, ça devrait aller, c'est la moitié de l'échelle. Il faut savoir qu'après la première bouchée, il pleurait de chaud et il ne sentait plus ses lèvres ni sa langue. Voilà. Ouais, c'était Guigui, d'ailleurs ça nous a fait bien marrer. Enfin, nous ça nous a fait marrer, mais pas lui. Elsa qui mange hyper épicé a pas réussi à aller au-delà du niveau 3. Donc, tiens d'ailleurs ça peut être un super challenge ça. Ouais, à tous ceux qui regardent cette vidéo, filmez-vous dans un Ishi en prenant le niveau maximum et envoyez-nous les vidéos, je ferai un montage des meilleurs. Ouais, bof, je pense qu'on peut faire mieux. Non, c'est bien, mais j'ai mieux. Je m'engage, si j'ai plus de 300 likes sur cette vidéo, à manger pendant mon prochain voyage au Japon en mai 2020, un niveau 10, ouais, un niveau 10, à filmer la vidéo et à la mettre sur YouTube, ouais. Ah oui, bien. À savoir qu'on craint la bouffe épicée, hein. Donc, pari tenu. C'est fini les conneries, oui. Revenons à nos currys. Le curry japonais peut être servi nature ou accompagné de viande ou de légumes.
Parfois, on y ajoute des pommes ou du miel pour le rendre un peu plus sucré. Le bœuf, le porc ou le poulet sont les viandes traditionnellement qui accompagnent le curry, mais chaque région a sa petite particularité. En parlant de cuisine régionale, Osaka est connue pour être la cuisine de la nation. On y retrouve tous les plats que l'on peut trouver au Japon, mais notre numéro suivant est une spécialité d'Osaka, les takoyaki. Spécialité de la ville d'Osaka, les takoyaki, littéralement pieuvres grillées, sont des petites boulettes fourrées avec du poulpe et cuites dans un moule. Extrêmement populaire dans la région du Kansai, les takoyaki se vendent par 6 ou 10 dans des petites échoppes, chacune se vantant d'avoir la meilleure recette. Et vous pouvez le consommer de suite car le takoyaki se doit d'être mangé bouillant, tout droit sorti du moule. Alors oui, je sais, c'est un peu du poisson, c'est du poulpe, mais moi qui suis pas fan, ça passe, hein, franchement le takoyaki, ça passe. À tout à l'heure, j'ai parlé du curry avec Elsa, c'est une des vidéos, mais c'est pareil pour le takoyaki roulette russe, c'est une de nos premières vidéos. C'était à l'Alcatraz restaurant à Tokyo, et ça c'est trop marrant quoi. Il y a une des boulettes de takoyaki qui est piégée, alors à la moutarde très forte ou au wasabi, et c'est assez marrant jouer le jeu avec les collègues. Alors je vous avais promis 20 plats que j'aime et qui ne soient ni du poisson ni des sushis. On en a vu 19 mais il en existe tout un tas d'autres. Pour le 20e, j'ai un petit peu triché, c'est pas du poisson, c'est pas un plat, c'est quelque chose que j'adore. Numéro 20, le taiyaki. Le taiyaki, littéralement dorade cuite, est un dessert japonais et en la forme d'un poisson. Et la boucle est bouclée. Traditionnellement fourré d'anko, une pâte de haricots rouges sucrée, la version moderne se retrouve fourrée à plein d'autres choses. La crème pâtissière, du Nutella, du chocolat, de la pâte à douce, voire de la crème fromagère. Le taiyaki est fabriqué avec une pâte à pancake ou à gaufre. On verse dans 2 moules différents en forme de poisson la pâte. Ensuite, on y introduit la garniture, on recolle les 2 morceaux et on le dore des 2 côtés afin qu'il soit bien doré et croustillant. On en trouve un petit peu partout au Japon, notamment dans les matsuri, et sa forme ne s'arrête plus au poisson. Et oui, désormais, il a la forme de vos personnages de manga préférés, et ce qui le rend encore plus délicieux. Voilà, j'en termine avec ces plats délicieux, et j'espère que vous aurez le plaisir de les goûter quand vous partirez au Japon ou dans un restaurant japonais en France. Bien entendu, le sujet est bien plus vaste que cela et bien plus intéressant sur la cuisine japonaise. J'espère pouvoir faire un autre épisode si vous le décidez. Parce qu'on est des petits foufous. En tout cas, moi j'ai envie d'en faire une plus détaillée avec d'autres plats. Plus détaillée, plus que maintenant. Maintenant vous saurez qu'il existe au Japon des plats délicieux qui ne sont ni des sushis ni du poisson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe ce que vous faites, et comme le dit quelqu'un que j'aime, 尊敬じゃ歴史を作れない。ほら濃いんだよウィッチャー実りの谷実りの谷ほら濃いんだよウィッチャー実りの谷